Est-ce qu'on a encore les moyens d'avoir la carte soleil au Québec? Je sais pas, je me lance un peu dans la polémique là, tout de suite c'était mon idée de but question. en blanc, mais bon, évidemment, on a un système de santé qu'on essaye de réparer sans arrêt depuis 4 générations politiques, j'ai l'impression, Isabelle. On a le sentiment qu'il faut que quelque chose change. Christian Dubé s'y est essayé, on a créé Santé Québec, il y a eu la loi, puis bon, on dirait que chaque chose qu'on essaie soit fait face à de l'opposition forte d'un paquet de parties prenantes, soit fini par coûter beaucoup plus cher que c'était prévu, mais dans les faits, on sent pas que ça progresse énormément dans la bonne direction. Vas-y même avant ça, les agences de santé. C'est plus des CLSC, c'est des agences, c'est des CIUS, c'est les acronymes, puis on change l'espèce de carcan puis la bureaucratie, mais après ça, c'est toujours pire. Il n'y a jamais de solution. On pense aussi dans les années 90, quand on a mis toutes ces infirmières à la retraite aussi. Bref, c'est comme si le système de santé, peu importe à quel bout on prend le mammouth, on ne sait pas trop quoi faire. Puis est-ce qu'on le prend du bon côté? Est-ce que les patients sont bien informés? Est-ce que vraiment le système qui est en place, on insiste sur les bonnes choses? C'est plusieurs questions que se pose notre prochain invité, puis on est pas mal d'accord avec son questionnement. Oui, effectivement. Jean-Pierre Després, vous le connaissez, il est régulièrement invité à Cube, les directeurs scientifiques de VITAM, le Centre de recherche en santé durable. Bienvenue à l'émission. Merci de m'inviter. Docteur Després. Mais c'est intéressant de répondre à la question de Francis. Est-ce qu'on a encore les moyens de maintenir la carte soleil au Québec? Bien, déjà, quand on regarde les annonces budgétaires qu'ont fait le ministre Girard, en 2 ans, on est passé de 62 milliards à 69 milliards à gérer la maladie. Et je le dis très, très respectueusement. 7 milliards en 2 ans. Alors, si on continue comme ça, c'est clair que collectivement, on n'aura plus les moyens. L'impact de ça, quand je partage ces chiffres-là dans mes conférences grand public aux Québécois et aux Québécoises, c'est que l'impact que ça a, bien, ce qu'on met maintenant en éducation publique est en train de ratatiner collectivement. Puis après, je dis aux gens, moi, je suis juste un vieux prof d'université. Pensez-vous qu'on prend le bon chemin? Je peux vous dire que la réponse est unanime à la grandeur du Québec. C'est parce que là, on met des plasters sur quelque chose qui coule, à place d'aller à la source du problème. C'est un peu ça. Puis, les grandes organisations, non seulement de santé publique, mais prestataires de services de santé dans le monde, là, je ne suis pas en train d'inventer des choses, disent que ce qui sature les capacités de nos systèmes de soins, pas juste à Québec, à la grandeur du pays, partout dans le monde, c'est des maladies chroniques de société qu'on pourrait prévenir. On parle beaucoup d'obésité, c'est pas un mot que j'aime, mais en tout cas, tout ce qui entoure l'accumulation de graisse au mauvais endroit, parce que j'ai étudié ça toute ma vie, la fameux bedon, là, l'obésité viscérale que les femmes vont développer après la ménopause, puis nous, les gars, on est pas mal bons pour faire ça assez jeunes. Dans la quarantaine, si on s'expose à une alimentation hautement transformée, puis on bouge pas assez, on est bon pour faire des bedons. Bien ça remplit, ça crée des maladies cardiovasculaires. Ça fait qu'on a 1 million de personnes au Québec qui ont le diabète de type 2, une maladie qui est étroitement associée à cette obésité abdominale-là, qu'on pourrait pratiquement éradiquer. Imaginez. Et ça, bien, si vous saturez les capacités de notre système de soins, bien, nos urgences sont pleines parce que là, on doit s'occuper de plein d'autres choses que des soins d'urgence. Puis c'est intéressant parce que vous dites, on mise sur le nombre de médecins, les salles d'attente, les hôpitaux, mais on mise peut-être pas à bonne place quand on fait nos stratégies. Bien, écoutez, à la grandeur du Québec, là, dans mes conférences grand public, les gens me disent, mon Dieu, quand on entre dans le système de soins, on est bien soigné. Oui, ça se passe bien. Les médecins spécialistes font... Et puis nos médecins spécialistes au Québec, écoutez, ils sont comparables aux meilleurs spécialistes de la planète, là. C'est parce qu'ils sont formés à l'étranger. C'est rentrer le problème. C'est y arriver. C'est d'y arriver, mais pourquoi? C'est parce que les hôpitaux sont pleins de maladies chroniques de société où là, les complications... Vous savez, l'espérance de vie au Québec, là, elle est de 84 ans, les madames, 82 ans, les messieurs. On a l'espérance de vie la plus élevée en Amérique du Nord, beaucoup plus élevée que nos voisins du Sud. Pourquoi? Parce que nous, on a quand même un système de soins universel, mais l'espérance de vie en santé, alors, c'est même pas 60 ans. Ça veut dire qu'on est presque un quart de siècle affligés de ces maladies chroniques de société-là qui vont compliquer puis qui vont nécessiter des soins prolongés très coûteux. Mais donc, c'est quoi la solution pour arriver à 84 en santé? Bien,
déjà, moi, je peux vous dire, c'est pour ça que, là, vous allez dire, il fait l'autopromotion de son livre, mais je retire aucune redevance de la vente de ce livre-là. Bon, pour ceux qui nous regardent, ça va. Pour ceux qui nous écoutent, le livre s'appelle « La révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé ». Et c'est signé de très bons yeux. Oui, bien, il y a des lunettes. Després. Moi, pas capable de lire. Et dans ce livre-là, je raconte tout simplement, c'est écrit niveau secondaire 3, là, parce que je veux que tout le monde comprenne. Pas besoin d'avoir un diplôme de cégep pour comprendre l'histoire que je raconte là-dedans. C'est l'histoire de 40 ans d'un vieux chercheur là, qui raconte ses découvertes puis ses travaux. Et le constat qu'on doit faire collectivement, quand je parle de ce livre-là, parce que les gens le lisent, puis ça me touche beaucoup la réponse que j'ai des Québécois, des Québécoises, la réponse que j'ai, c'est que, ben là, on a compris que finalement, si on était mieux outillés, plus tôt, prématurément, parce que les gens sont tannés de se faire dire qu'ils devraient manger mieux puis bouger plus. Tout le monde a entendu ça. Oui, puis c'est un peu flou. Oui, mais encore, outillez-moi. Moi, c'est ce que j'entends à la grandeur du Québec. Puis là-dedans, dans ce livre-là, je dis, bien, écoutez, premièrement, votre pèse-personne, mettez-moi ça à la poubelle. Yes. Moi, je mesure mon tour de taille à tous les 2 mois à peu près. Je dis aux madames, savez-vous que la graisse des fesses puis des cuisses, elle vous protège contre le diabète et les maladies cardiovasculaires? C'est vrai. Bien, regardez. Tout le monde dit ça. Toutes les madames à la grandeur du Québec. Notre graisse. J'ai été en entrevue ailleurs ce matin. Puis, on salue les madames qui nous écoutent à la écoutez, maison. Mesdames, non, mais c'est pas rien. Imaginez là, des centaines de milliers de femmes qui apprennent que finalement, la graisse des fesses puis des cuisses, elle vous protège. Elle protège votre cœur contre l'accumulation de cette graisse-là. Même la cellulite. Elle vous protège contre... Bien, ça, c'est parce que quand vous en avez beaucoup, OK, vous avez peut-être des enjeux subjectifs cosmétiques, parce que vous savez, dans certaines civilisations, ces femmes-là avec les hanches fortes, c'était les déesses de la fertilité il y a des milliers d'années. Oh. Alors, vous voyez que le discours quant à l'obésité, déjà d'une part, prenez vos pèse-personnes, mettez-moi ça à la poubelle, on surveille son tour de taille, puis c'est de faire réaliser finalement que notre modèle socio-économique, là, regardez ce qu'on produit, ce qu'on transforme puis qu'on distribue, c'est bourré de 2 petites poudres blanches. Lesquelles? Du sucre. Du sel et du sucre. Alors, on fabrique de l'hypertension avec ça. On surconsomme... Dommage qu'il n'y ait pas de cocaïne là-dedans. Des calories. Puis, on fait des bedons. Puis là, on développe, encore une fois, toutes ces maladies chroniques-là. Moi, je dis souvent... Vous savez, puis je m'en excuse, ces travaux-là que j'ai publiés, ben, ils m'ont fait parcourir la planète souvent. J'ai pas lu la planète, parce que j'ai été invité à raconter cette histoire-là partout. Je m'en excuse aux générations futures. Mais quand on vient chez nous au Québec, on dit « Wow! On est riche au Québec, le potentiel qu'on a. Regardez les terres immenses qu'on a, l'eau qui est encore propre, l'air qui est encore pur, les terres immenses. On aurait les moyens, si on voulait, de produire, transformer puis distribuer une alimentation compatible avec la santé. Regardez, des fruits et des légumes, on est capable d'en produire, les compagnies qui font de l'argent sur notre dos ne veulent pas ça, mais contrôlent le marché. D'où, encore une fois, plutôt que de dire aux gens, vous devriez manger mieux, bouger plus, mais encore, pouvez-vous m'outiller, pouvez-vous me donner des conditions? C'est quoi les outils qu'on pourrait donner? Vous avez parlé de... Mettez de côté la balance. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Déjà, l'avenir du Québec passe par une éducation publique de très grande qualité. Imaginez si tous nos adolescents qui sortent du secondaire avaient des compétences dans une cuisine. Ils seraient pas mal moins dépendants. C'est drôle, j'ai écouté un biopic là, de Erling Haaland. C'est le meilleur joueur de la Norvège, là, un grand blond, là, vraiment fulgurant. C'est un des meilleurs joueurs de soccer au monde. Et c'est anecdotique, mais il racontait que lui, il a quitté la maison pour jouer au soccer à l'âge de 17 ans. Et il venait d'une famille modeste et il s'est mis à cuisiner. Et il est devenu un genre d'influenceur nutritionnel comme... sur le tas, là, mais c'est en cuisinant qu'il a appris ce qu'il mettait dans son corps, le permettait de kicker plus fort puis de courir plus vite, etc. Mais ce rapport à cuisiner en a fait un des athlètes les plus admirables sur la planète. Ben oui, pensez que vous êtes plus victime à ce moment-là de cette offre alimentaire hautement transformée qui vous fait... Puis encore une fois, je blâme pas les gens d'aimer cette... Vous savez, sucré-salé, là, puis avec du gras là-dedans, non, mais c'est-tu bon? Ça goûte bon, c'est sûr. Mais là, il faut comprendre. On dit, OK... Ça, moi, ce que je dis aux gens, prenons la règle du 50 %, disons, regardez tout ce qui est un peu toxique, là, puis faites juste diminuer ça de moitié. On ne dit pas on enlève ça complètement, puis remplacez ça par des choses, je l'explique dans mon livre,
qui vont être bonnes pour votre santé. Là, vous venez juste de faire... Puis là, il y a de la science, là, des grandes études qui ont montré que juste des petits déplacements comme ça, un léger recalibrage de son alimentation a des effets spectaculaires sur votre santé. Puis en plus, quand on fait à manger, on économise, ça coûte moins cher d'épicerie. Puis en plus, oui. Mais c'est que la prévention n'est pas payante. Tu sais, là, on commence une campagne électorale bientôt. Tu sais, ce serait le temps de passer nos messages, mais si on demande de faire de la prévention parce que c'est un peu là où c'est payant, mais politiquement parlant, il n'y a personne qui va vouloir parce qu'il n'y a pas de résultat tout de suite. Oui, bien justement, c'est là où je suis profondément en désaccord avec ça. Là, je sais bien que je pourrais vous lancer les chiffres où on dit, chaque dollar investi en prévention, vous avez un retour de 6 à 10 $ sur l'investissement. Ça, tout le monde dit ça n'a pas d'impact. Dans le point d'Isabelle, puis moi, j'endosse pleinement ce que vous dites, mais ce retour-là, il est dans 10 ans peut-être. On peut l'avoir beaucoup plus tôt. Ouais, non? Nous, Okay. on a développé ce que je parle dans mon livre, les signes vitaux du mode de vie, là, qui ne sont pas mesurés quand vous allez voir votre médecin de famille. Puis c'est pas un reproche que je fais à nos médecins de famille. C'est juste que le ministère de la Maladie ne leur donne pas les conditions. Je le dis avec respect. Là, je le dis avec respect. Hein, c'est important de bien soigner. Mais le ministère de la Maladie ne reconnaît pas l'importance de mesurer puis cibler ce que j'appelle, moi, les signes vitaux du mode de vie. Nous, on le fait dans notre laboratoire. En 3 mois, on réduit le nombre d'hypertendus de 50 % en 3 mois. Il y a des gens qui ont le diabète en 3 mois. Si on mesure ces signes vitaux-là, puis évidemment, on outille les participants. On est capable d'avoir des impacts. Moi, je rêve, puis il y a plusieurs ministres de la maladie que je salue respectueusement. Ils le savent. J'ai déposé un dossier sur leur bureau. Je leur disais, regardez, donnez-nous quelques millions. On va prendre quelques milliers de patients dans des groupes de médecine familiale où, comme ça, on va mesurer puis cibler les indicateurs du mode de vie. On vient vous voir dans 2 ans. Puis si ça ne fonctionne pas, je vais me mettre à genoux dans une conférence de presse puis je vais dire, regardez, la prévention, ça ne fonctionne pas parce que je suis certain que ça va, science à l'appui, ça va bien fonctionner. Mais ça réduit même des risques de cancer aussi. Ah, tout à fait. Il y a à peu près 50 % des cancers qui sont associés au mode de vie. Mais en plus, Isabelle, saviez-vous, moi, si j'avais à refaire ma carrière, je dis ça dans mes conférences grand public, je me suis toujours intéressé aux maladies cardiovasculaires. Mais en vieillissant, à 68 ans, je suis très préoccupé par la santé cognitive. Ouais. Okay? Parce que j'ai besoin de ça cet après-midi à 68 ans pour vous parler. Mais savez-vous maintenant, ça, moi, quand j'ai fait mes études, ça traduit mon âge, j'étais une boîte noire. Maintenant, on fait de l'imagerie fonctionnelle. Imaginez-vous qu'on a trouvé, bien documenté, que si on vous fait manger mieux, bouger plus, puis qu'on réduit votre graisse abdominale, on protège votre déclin cognitif avec l'âge. On réduit votre risque de démence. Alors, imaginez, pour vieillir en santé. Est-ce que l'alcool et la cigarette font aussi partie de ça? Réduire l'alcool, réduire la cigarette? La cigarette, c'est un produit incroyablement toxique pour les vaisseaux sanguins qui perfusent vos organes. Mais les fumeurs qui nous écoutez, c'est la chose la plus difficile au monde, arrêter de fumer. Lâchez pas. Alors, je ne suis pas là cet après-midi pour vous lancer des roches. Là. Êtes-vous un ancien fumeur? Non, c'est pour ça que je dis ça. J'ai pas de mérite. Puis l'alcool, donné... Parce qu'on a longtemps pensé, le petit verre de vin rouge, c'est cardio-protecteur. Le régime méditerranéen, une poignée d'olives, puis un peu de fromage. On a beaucoup d'études additionnelles, maintenant récentes, qui nous montrent que l'alcool, c'est toxique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Moi, je l'avoue bien humblement, candidement, je bois de temps en temps. Mais si vous voulez buvez un peu, bougez, puis faites attention à votre tour de taille, parce qu'un foie gras qui boit de l'alcool... C'est pas l'air. Ouais. L'autre affaire qu'on voit, il y a certains médecins de famille qui me disent que souvent, plus de la moitié des patients viennent dans leur bureau et n'ont pas besoin de voir un médecin de famille à ce moment-là. Souvent, c'est des gens qui vont avoir besoin de parler. C'est des gens aussi qui vont dire « Ah, j'ai mal aux genoux, j'ai un peu mal à la tête », puis ils veulent une prescription. Puis là, le médecin va leur dire « Hey, buvez de l'eau, prenez 2 Advil, ça va passer. » Puis non, ils veulent avoir une prescription, ils veulent avoir une penule. C'est vraiment... Ça m'est raconté souvent que la plupart des rendez-vous vous avez parfaitement raison, inutiles. Isabelle. J'entends la même chose, 2 choses là-dedans. La première chose, c'est sûr que si on n'a pas respectueusement, parce que là, je me promène à grandeur du Québec pour avoir ce que j'appelle des conversations citoyennes dans les centres communautaires, les bibliothèques municipales, il faut expliquer aux gens, la santé, c'est pas les soins. Puis l'expliquer, par exemple. Puis je peux vous dire, les gens comprennent. Il n'y a pas un Québécois qui me dit c'est des conneries, ces affaires-là, Dr. Després. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, si on dit la santé, ça se fabrique dans nos communautés, encore faut-il que nos communautés
soit organisé pour aider les communautés à fabriquer de la santé. Ça veut dire quoi? Puis c'est amorcer cette réflexion-là. Il y a plusieurs régions au Québec, au VITAM, notre centre de recherche, on accompagne des territoires. Ça veut dire le centre de services scolaires, ça veut dire les MRC, ça veut dire les maires, les mairesses, ça veut dire, oui, les CIS, ce qu'on appelait anciennement les CIS puis les CIUS, ils ont changé de nom, là, pour dire, OK, tous ensemble, voici ce qui peut contribuer à fabriquer de la santé dans nos communautés. Quels sont les enjeux spécifiques sur votre territoire? Pas ce qui se passe là, à Westmount ou dans l'est de Montréal, si vous êtes au Saguenay ou à Gaspé, et réfléchissant à des solutions ensemble. Et ça va passer par mon rêve, si vous me demandez mon rêve, des centres communautaires de promotion de la santé. Les CLSC qu'on pourrait reconfigurer en centres communautaires de promotion de la santé, où là, vous n'avez pas besoin de voir un médecin. Vous allez là, puis là, il va y avoir des diététistes, des kinésiologues, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux. Vous voyez un peu? Oui. Avec une boîte à outils. Rapidement, il y a quelqu'un sur la messagerie qui nous dit « Mais les lobbies pharmacaux nous empêchent d'être en santé. » Vous pensez quoi de ça? Bien, écoutez, ça, c'est un peu comme toute l'industrie alimentaire. L'industrie donne à la population ce qu'ils veulent. On a plein de maladies chroniques, là. Et là, on a des médicaments puissants, puis on en a parlé lors de ma dernière visite ici. On a parlé de tout ce qu'on appelle les thérapies basées sur les effets des incrétines, comme le Ozempic, par exemple. Wegovy. Alors ça, c'est clair que l'industrie, elle, va dire, il y a des enjeux, on va développer des médicaments. C'est à nous, je reviens là-dessus, c'est à nous collectivement, et je le dis avec beaucoup de respect, puis moi, j'ai confiance dans l'intelligence du peuple québécois. On a besoin de réfléchir. Si on veut un Québec qui va être en santé, un Québec qui va être plus heureux, qui va avoir une plus belle qualité de vie, puis compresser justement cette période-là de presque un quart de siècle où on est malade, là, puis que ça nous coûte des milliards. Quel Québec voulons-nous? C'est à nous de le bâtir ensemble, mais on a besoin d'avoir ces conversations-là. Puis je vous inviterai, là, on va avoir une campagne électorale cet automne, demandez à tous les candidats, c'est quoi la santé pour vous? Puis si on vous parle juste des soins, là, les gens qui nous écoutent, votez pas pour eux autres. C'est très intéressant en terminant parce qu'on en parlait, Isabelle et moi, avant l'émission. Ça semble pour l'instant pas avoir été un sujet où on a beaucoup entendu les différents partis candidats. Là, aujourd'hui, Québec solidaire sur le logement, les autres, le livre bleu. Il y a plein d'idées. Là. La campagne s'annonce effervescente, mais c'est vrai que la santé, qui est le plus gros poste budgétaire, qui est, comme vous le dites, un véritable souci pour de nombreux Québécois et pour une population vieillissante, ça semble pour l'instant pas faire l'objet de grands débats. À chaque fois, on va l'étiqueter. Bon, on va donner tant de millions pour tel hôpital, on va donner tel... Tu sais, c'est très segmenté parce que prévention, c'est pas payant. On fait de la santé dans un chiffrier Excel. Oui. Peut-être vaut mieux lire le livre du docteur Després. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en studio. Toujours un plaisir, le docteur Després, de vous accueillir avec nous. J'invite évidemment tout le monde à consulter cet ouvrage. Évidemment, vous reviendrez nous voir avant la fin de l'été, sans doute. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.